Bonjour à tous, bienvenue à notre webinaire sur l'évaluation de la réparabilité des produits mécaniques. Vous voyez bien tous mon écran? Tu fais mode diapo, c'est peut-être mieux, Sandra. Oui, ça va bugger si je le fais. Ah mince, ouais. Donc, toutes mes excuses, du coup, ce sera en présentation comme ça, mais je ne peux pas faire mieux. Donc, bienvenue à ce webinaire. Donc, au programme, nous avons une première partie où je présenterai les rappels sur les principes généraux de normalisation et je ferai une mise en contexte normative avec la présentation de l'UNM 01, produits mécaniques, environnement et responsabilité sociétale, et le GT UNM 01, économie circulaire. Puis une mise en contexte réglementaire en lien avec la réparabilité sera faite par Arthur Vandenberg de la FIM. Bienvenue Arthur. Une approche technique sur la mise en œuvre de la norme NFE 01020 sur l'évaluation de la réparabilité sera présentée par Cyril Dalazuana du CETIM, responsable R&D Transition énergétique et environnement. Non, responsable transition. Vas-y, n'hésite pas à me corriger, Cyril. Non, non, c'est bon. Puis, pilote R&D. Pilote R&D. Puis nous aurons un retour d'expérience avec les observations de Julien Fumière, secrétaire général de l'UNIC, donc syndicat de la quincaillerie, sur les bénéfices de l'adaptation sectorielle de la norme NFE 01020 aux produits de la quincaillerie. Alors, donc, principes généraux. Donc, je commence par la définition même d'une norme. Attention à bien distinguer la norme juridique qui est obligatoire. Donc, ce sont les lois, les décrets, les règlements, alors que la norme technique est volontaire. On compte seulement 1% des normes d'application obligatoire. Sinon, une norme volontaire peut venir en soutien à la réglementation dans le cadre d'un mandat de normalisation ou sinon dans le cadre d'une démarche purement volontaire des parties prenantes pour disposer d'un outil pour répondre aux exigences réglementaires. Euh, Au niveau du système français de normalisation, donc, il est régi par décret et la normalisation doit refléter le consensus entre l'ensemble des acteurs d'un marché. Donc, les fabricants, intermédiaires, utilisateurs, les autorités réglementaires, les supports techniques, les évaluateurs, mais il y a aussi, dans certaines instances, les consommateurs ou les ONG. Au niveau du système global et dans l'écosystème français de normalisation, on a l'AFNOR, qui est l'organisme national de normalisation. Donc, l'AFNOR va coordonner le réseau des différents bureaux de normalisation sectoriels. Elle dispose aussi de commissions de normalisation et elle va représenter la France dans les organisations de normalisation européennes. Donc, le CNELEC et international à l'ISO, IEC, etc. L'UNM est le bureau de normalisation sectorielle dans le domaine de la mécanique, de l'acier, du caoutchouc et de la fonderie et on agit par délégation d'AFNOR. Euh, de manière générale et pour nos parties prenantes, la normalisation est un outil stratégique pour développer son réseau, pour avoir de l'influence, anticiper, innover et faire de la veille. Donc, en participant aux instances de normalisation, vous avez accès aux projets de normes, des discussions stratégiques avec les différentes parties prenantes, vos concurrents, et l'idée étant d'établir un consensus sur une pratique donnée. Alors, au niveau des différentes organisations, donc pour assurer un bon fonctionnement du système, on dépend de la synergie bureau de normalisation, centre technique et syndicat, qui est essentielle parce que finalement, les trois entités ont des rôles complémentaires. L'UNM est facilitateur, donc moi, en tant que chef de projet en normalisation, je vais accompagner les experts pour écrire les normes. Les centres techniques vont apporter leur support technique et les syndicats vont représenter les besoins réels des entreprises. Au sein de l'UNM, cette synergie est renforcée sous la bannière Mécalliance avec l'objectif de donner une voix unifiée
et plus forte à la filière mécanicienne française qui touche de nombreux secteurs. Alors, est-ce que je vais arriver à... Alors, au niveau des travaux de normalisation, donc la commission UNM 01 couvre de manière globale pour les produits mécaniques les thématiques environnementales et la responsabilité sociétale. Elle assure un lien entre les travaux génériques et les travaux spécifiques faits au sein des différentes commissions. Elle assure une veille sur les travaux transverses qui peuvent impacter les normes ou les produits mécaniques. Et via l'UNM 01, le comité membre français est un acteur majeur dans le développement des livrables européens au sein du CNTC 406, qui est à présidence française également. Euh, donc voilà, produits mécaniques, méthode d'éco-conception. Et nous avons aussi un GT économie circulaire euh, que je présenterai un petit peu plus en détail dans les slides suivantes. Ici, vous avez les principaux aspects couverts au sein de l'UNM 01 avec les normes phares. Donc, nous couvrons la responsabilité sociétale, l'éco-conception, la performance environnementale des produits, l'analyse du cycle de vie, l'évaluation de la propreté particulière, la durée de vie résiduelle, l'économie circulaire et la communication environnementale. Ce n'est pas limitatif, mais voilà, ce sont les principaux aspects que l'on couvre en UNM 01. Au niveau des travaux en cours, nous avons en cours de développement un projet de fascicule de documentation, un document purement informatif qui fournit un guide pour la réalisation d'inventaire du cycle de vie des procédés de la mécanique. Nous avons la norme qui fait l'objet du webinaire d'aujourd'hui, la NFE 01020, sur l'évaluation de la réparabilité des produits de la mécanique. Et nous révisons une série de normes expérimentales que nous allons convertir en normes françaises, les E01015, sur l'évaluation de la conception des assemblages en vue du traitement pour le recyclage en fin de vie. Au niveau européen, on participe à la révision de la norme phare sur l'éco-conception, le NCS 524. Il y a un nouveau projet proposé par l'Allemagne sur le calcul de l'empreinte carbone des produits mécaniques et la révision à venir d'un rapport technique a été décidé par le CNTC 406 sur les modèles de communication environnementale selon les types de produits mécaniques. Le GT économie circulaire. Alors, il est rattaché à l'UNM 01. Il va aussi avoir une approche globale et son scope va couvrir tous les domaines de l'UNM, donc la mécanique, l'acier, le caoutchouc, le soudage et la fonderie. Différents syndicats sont représentés, ainsi que le centre technique. Voilà, il y a des centres techniques avec le CETIM et le CETIAT. Donc voilà, donc le groupe est ouvert à toute partie prenante impliquée dans ces secteurs. En termes de scope, le GT économie circulaire recense les différents besoins de normalisation exprimés par les parties prenantes, prend en compte le référentiel normatif existant, via de la veille, via les échanges aussi avec les instances de normalisation pertinentes, via les échanges avec les différents experts sur des thématiques données. Et puis, il y a un volet prénormatif où on va analyser l'applicabilité de normes existantes sur la base de projets pilotes. Donc, à l'aide de centres techniques, notamment du CETIM, on va analyser l'applicabilité des normes, les challenger sur des produits. Et si le livrable est faisable et les conclusions probantes, on propose ces sujets à la normalisation, soit en UNM 01 pour l'application générique, sinon au sein d'une commission UNM pour l'application spécifique. Voilà. Et au niveau des activités principales du GT, actuellement, on travaille sur la déclinaison aux produits mécaniques des normes EN 45550. Il s'agit de normes européennes transverses élaborées par le CNCNELEC JTC10 sur l'utilisation rationnelle des matériaux. Ces normes ont été élaborées dans le cadre d'un mandat de la Commission européenne en appui de la directive éco-design, mais elles ne sont pas harmonisées.
parce qu'elles ne sont pas directement applicables, hein. Elles doivent être adaptées à des produits au sein des TC spécifiques. Donc, elles ne sont pas directement applicables à part une seule sur la déclaration de matières premières critiques. Et sinon, il y a deux autres normes sur la communication qui sont aussi applicables en tant que telles. Donc, au niveau de ces différentes normes, nous avons travaillé au niveau prénormatif sur la durabilité avec une étude de cas sur les pompes et sur la réparabilité avec une étude de cas sur les appareils de robinetterie et les produits de la quincaillerie. Julien pourra nous en parler plus en détail tout à l'heure. Voilà. Merci de votre attention. Pour la seconde partie, je laisse la parole à Arthur. Alors, Bonjour à tous. Alors, nous vous proposons de faire un rapide panorama du cadre réglementaire qui encadre aujourd'hui les enjeux de réparabilité des produits. De manière générale, on peut noter qu'il y a plusieurs différentes typologies d'exigences réglementaires aujourd'hui autour de la réparabilité. Tout d'abord, des indices. En France, ont été introduits depuis quelques années des indices de réparabilité et de durabilité pour certaines catégories de produits. Et au niveau européen, un indice de réparabilité est également envisagé. On a aussi des mesures d'éco-conception en faveur de la réparabilité qui sont aujourd'hui en train de se renforcer et plus largement un renforcement du droit à la réparation pour les produits de consommation. Donc ces mesures portent sur la réparation et pas seulement la réparabilité en tant que telle, mais ces différentes mesures sont assez connexes et complémentaires. Slide suivante. Merci. Donc, en France, comme je le disais, on a un indice de réparabilité qui a été créé suite à la loi AGEC de 2020, qui a introduit les différents pictogrammes que vous voyez en haut à droite de l'écran. Il a un champ d'application qui est relativement restreint, parce qu'il s'applique depuis 2021 sur 5 catégories de produits, les smartphones, PC, téléviseurs, tondeuses à gazon et lave-linge hublot ménager. Il a été étendu en 2022 à 4 autres catégories de produits, donc lave-linge top et la vaisselle ménager, aspirateur et nettoyeur haute pression et est remplacé depuis 2025 par un indice de durabilité pour certains de tes équipements, donc téléviseurs et lave-linge, et sera ensuite étendu à d'autres produits, progressivement remplacé par l'indice de durabilité. Et dernier point sur cet indice de réparabilité, des travaux sont en cours avec les pouvoirs publics pour étendre ces indices à d'autres catégories de produits. On voit qu'aujourd'hui, c'est fait catégorie de produits par catégorie de produits en France et bien sûr à destination des équipements ménagers et non professionnels. Sur son contenu, ça prend la forme d'un pictogramme avec une note de 1 à 10 et un code couleur qui est affiché, c'est intéressant à noter, à proximité du prix, que ce soit en rayon ou sur toutes les pages d'achat, avec une taille équivalente au prix, pour donner une information suffisamment visible pour le consommateur. Donc cet indice doit être accessible sans frais au moment de l'achat, par tout procédé, à nouveau pour informer au mieux les clients. Alors ça, c'est l'indice franco-français. Un indice ou score de réparabilité, le wording n'est pas encore tout à fait fixé, de réparabilité au niveau européen est également en cours d'élaboration. Slide suivante. Au niveau européen, on voit arriver des mesures d'éco-conception et un indice de réparabilité, donc mesures d'éco-conception également en lien avec la réparabilité, dans le cadre du règlement qu'on appelle ESPR, donc qui date de juin 2024. Règlement qui établit un cadre pour la fixation d'exigences en matière d'éco-conception des produits durables. Parmi différentes mesures qu'on ne va pas évoquer en détail, ce règlement prévoit la possibilité d'introduire un indice de réparabilité européen, ainsi que des mesures d'éco-conception en faveur de la réparabilité. Ces différentes mesures seront fixées par un acte délégué et seront élaborées petit à petit selon un plan de travail pluriannuel qui est fixé par la Commission européenne. Et le plan de travail actuel identifie comme prioritaire l'élaboration de mesures horizontales sur la réparabilité des produits, incluant un indice de réparabilité pour un certain nombre de produits liés à l'énergie. Donc, on indique que ces mesures horizontales sont envisagées, l'objectif de la Commission est de proposer un ensemble de mesures qui s'appliqueraient à plusieurs catégories de produits, et en l'occurrence, dans un premier temps, des produits liés à l'énergie. Donc, les travaux préparatoires sur ces mesures sont en cours au niveau du JRC. On peut noter à ce stade, c'est que plusieurs produits mécaniques ont été envisagés au cours des travaux du JRC, mais n'ont à ce stade pas été retenus.
notamment les équipements de réfrigération professionnelle, les machines à souder ou les pompes à eau. Rien n'exclut que des mesures seront prises sur ces produits à moyen ou long terme, mais en tout cas pas à court terme. Donc sur ce sujet de la réparabilité, l'acte délégué est attendu pour fin 2027. Slide suivante. Merci. Dernier point à noter pour faire un panorama un petit peu exhaustif, mais sans entrer trop dans le détail des enjeux de réparabilité, c'est la directive du 13 juin 2024 également visant à promouvoir la réparation des biens, la directive Right to Repair en anglais, qui a instauré au niveau européen un droit à la réparation pour certains produits de consommation. Il s'agit d'une directive, les États membres au niveau européen ont jusqu'au 31 juillet de cette année pour la transposer. Ce texte introduit plusieurs mesures qui visent à faciliter la réparation au sens large et pas seulement la réparabilité. D'abord, une plateforme européenne pour la réparation, l'extension de la garantie légale de conformité après une réparation, la promotion de mesures nationales en faveur de la réparation et de la réparabilité, et des informations obligatoires des fabricants, importateurs ou distributeurs sur les services de réparation qu'ils proposent. Alors, ces obligations s'appliquent à une liste limitée de produits qui sont fixés, qui est fixée par la directive et sur demande du consommateur. Les relations B2B sont pas visées, c'est bien les relations B2C. Et cette liste de produits donc, est fixée par la directive. Sont notamment inscrits les appareils de réfrigération et le matériel de soudage. Et ces exigences de réparation et de réparabilité sont limitées à celles qui sont prévues par les autres actes juridiques de l'Union européenne, notamment les futurs actes délégués ESPR qu'on a évoqués tout à l'heure. Ce n'est pas une extension du cadre actuel, c'est plutôt un renforcement des mesures qui s'appliquent au-delà de la réparabilité des produits. Merci. Merci Arthur. Je laisse la parole à Cyril maintenant pour la mise en œuvre de la norme sectorielle sur l'évaluation de la réparabilité des produits mécaniques. À toi, Cyril. Merci Sandra. Bonjour à toutes et tous. Donc, je vais essayer de vous présenter rapidement le contenu de ce projet de norme aujourd'hui, puisqu'il n'est pas encore, la norme n'est pas encore publiée. Donc, de son petit nom, hein, PRNF E01020. Et pour le contenu du texte, et vous avez un extrait à l'écran du domaine d'application. Donc, c'est un texte qui fournit une méthode pour rédiger des référentiels de groupes de produits ou produits pour l'évaluation de la capacité d'un produit mécanique à être réparé. Donc, on est dans un texte qui est plutôt horizontal et qui amène une méthode commune à l'ensemble des produits mécaniciens. Donc, ce document décrit également le processus donc pour poser ce cadre commun et il pose les fondamentaux des étapes à suivre donc par les différents comités techniques et produits mécaniciens qui décideront de rédiger un référentiel d'évaluation de la réparabilité pour leur groupe de produits ou leurs produits et donc que chaque comité le fasse de la même façon. Ça ne veut pas dire que chaque produit aura les mêmes critères et les mêmes notes à prendre en compte. Par contre, la méthode qui sera déployée pour l'évaluation de la réparabilité de ces produits sera la même. À contrario de ce dont parlait Arthur précédemment, donc ce texte ne permet pas d'évaluer l'action et la qualité de la réparation. Donc on ne dit pas comment il faut réparer un produit, on ne dit pas si la réparation est correctement réalisée ou pas. Il ne permet pas non plus d'évaluer le coût des réparations et puis éventuellement la durabilité ou la fiabilité de ces réparations. On est vraiment dans l'évaluation de la capacité d'un produit à être réparé et pas dans la qualité de sa réparation. Ça, c'est un point important du document. Suivant, Sandra, s'il te plaît. Pour la mise en œuvre de cette norme, donc, on a proposé via le groupe de travail 4 étapes principales. Donc la première étape, c'est de définir le domaine d'application du document du groupe de produits. Donc de dire si je prends le comité quincaillerie, euh, eh ben, les produits de la quincaillerie devront définir quel est le domaine d'application de leurs produits et dans quel cadre ils vont se placer pour pouvoir réaliser l'évaluation de la réparabilité des produits de la quincaillerie.
L'étape 2, c'est l'identification des différentes parties à réparer. Donc, quand on a un produit mécanicien, en général, ça peut être des produits complexes à plusieurs centaines ou milliers de pièces. Donc, on ne va pas forcément évaluer euh, pièce par pièce la réparabilité du système. Et donc, on a une étape dans laquelle on va identifier quelles sont les parties sur lesquelles il va falloir mettre l'accent et comment on évalue ces parties? On le fait par les fonctions du système. Donc, on identifie pardon, les fonctions prioritaires. Ensuite, on identifie les parties, les composants qui sont liés à ces fonctions prioritaires. Et après, en fonction du nombre de parties dont qu'on va mettre en avant, et on peut éventuellement réaliser un classement de ces parties prioritaires pour dire il y a 50 parties prioritaires et sur les 50, on va faire l'évaluation sur 5 ou 10 parties en fonction de la complexité du système concerné. Donc ça, c'est la deuxième étape de la méthode. La troisième étape consiste à faire l'évaluation de la réparabilité. Donc, pour évaluer la réparabilité, qu'elles sont faites? On va déterminer quels sont les critères de réparabilité intrinsèques liés au système étudié. On va identifier également les critères de soutien, donc qui sont plus liés au groupe enfin, aux produits, mais qui sont plus des critères de type documentaire. Et ensuite, on a une troisième étape, c'est l'évaluation de la réparabilité du produit. Donc là, on va définir, on va calculer la note ou le score ou l'indice euh, lié à la réparabilité. Et on peut s'arrêter à cette étape 3. Et si on décide de communiquer sur la réparabilité du produit, on a une étape 4 qui définit le cadre de communication, sachant qu'on ne parle pas d'allégation environnementale, on est plus dans le cadre d'une autodéclaration. Donc, on va dire, selon une norme, une méthode particulière, on arrive à un indice de réparabilité, mais c'est pas un calcul qui est opposable et qu'on va pouvoir utiliser pour faire une allégation. Euh, Slide suivante. Donc là, je vais détailler un peu plus, mais je vais pas trop rentrer dans le détail non plus. Donc la première étape, l'étape 1, qui est la définition du domaine d'application. Donc, si un comité produit décide de rédiger un texte spécifique pour évaluer la réparabilité de ses produits, il faut qu'il définisse les bases pour cette évaluation. Et cette étape 1, c'est l'étape qui permet de construire ce socle et qui permet donc de définir ce cadre commun pour pouvoir évaluer la réparabilité des produits qui sont compris dans, dans ce travail. Donc, il y a différentes phases, différentes étapes à suivre pour cela. Donc, la première, c'est de spécifier le secteur d'utilisation. Alors, quand on dit spécifier le secteur d'utilisation, c'est un grand mot, mais on va dire on est sur un produit qui va être utilisé dans un bâtiment qui reçoit du public, par exemple. Après, on va dire, on peut lister les principales caractéristiques du secteur concerné. C'est un bâtiment qui reçoit euh, du public. Donc, je sais pas, c'est un passage fort, moyen, faible, intense. On va donner avec des variations de température peut-être. Il est plutôt basé en Europe ou il est basé euh, dans des pays à climat plus chaud ou alors dans des pays à climat plus froid, ce qui peut potentiellement avoir une incidence sur la capacité du produit à fonctionner, et donc peut-être la nécessité de le réparer plus souvent. On va sélectionner le groupe de produits qui est représentatif. Donc, le domaine d'application permet de définir sur un groupe de produits donnés. Donc, quand on déroule la méthode sur un groupe de produits donnés, cette méthode-là peut ne pas être valable pour un autre groupe de produits. Donc, il faudra l'adapter systématiquement à chaque groupe de produits concerné. Ensuite, on fait une description générale de la structure du produit. Donc dans ces descriptions générales, on va juste dire c'est un produit purement mécanique, un produit mécanique avec quelques composants électriques ou des composants électroniques ou avec des parts software informatiques qui le composent. Donc pour donner une idée finalement de la structure du produit. Et donc si on a dans le groupe de produits des familles de produits qui sont purement mécaniques ou d'autres qui sont électromécaniques,
eh ben, on ne devrait pas utiliser le même référentiel pour évaluer la réparabilité, puisque ce ne sont pas des produits comparables. On va décrire, on va procéder à également une description générale du cadre d'utilisation de ce groupe de produits, des produits concernés. Et donc, dans ce cadre d'utilisation, on va dire, quel type d'utilisateur à quel type d'utilisateur on a affaire? Est-ce que c'est des utilisateurs individuels, collectifs, professionnels, scolaires ou autres? Donc, l'environnement d'exploitation, hein, c'est pareil si on est dans une salle de classe ou si on est dans un atelier. Finalement, on n'aura pas le même environnement. Donc, tous ces éléments permettent de décrire globalement les conditions d'utilisation des produits et permettent de réaliser des choix ensuite liés à la réparabilité. Donc, je n'ai pas parlé également des conditions normales d'environnement d'exploitation du produit. Hein, on va donner des notions de température, d'hygrométrie, d'agression potentiellement chimique ou autre, ou l'absence en salle blanche. Enfin, tout dépend de l'endroit. Donc là, c'est la première étape. Et ensuite, on peut passer à la deuxième étape. Donc, et dans la deuxième étape, on a trois sous-étapes. Donc la première, c'est l'identification des fonctions prioritaires. Donc quand on a décrit le système, ben, on peut identifier quelles sont les fonctions prioritaires de ce système qu'il est nécessaire de maintenir en état de service. Et donc cette identification se fait selon différentes origines. Ça peut être des demandes marché, pardon, des exigences techniques spécifiques, des exigences de sécurité, des AMDEC ou d'autres documents. Je ne vais pas tous les lister. Le document propose une certaine liste d'origines et si les listes proposées ne sont pas pertinentes, il est possible d'en rajouter de nouvelles en justifiant pourquoi on rajoute les nouvelles origines et qu'est-ce que ces origines apportent euh, à celles qui étaient déjà proposées. Donc, une fois qu'on a fait les fonctions prioritaires, on va pouvoir passer à la slide d'après. Et sur la base de ces fonctions prioritaires, ben, on va identifier les parties précédentes, Sandra. Pardon, voilà. Donc, une fois qu'on a identifié les fonctions, on va regarder quels sont les composants ou élémentaires ou ensemble de composants qui sont liés à la réalisation des fonctions prioritaires identifiées. Et de la même manière que pour les fonctions, bah, ces composants, on va donner on va fournir différents types de documents ou études pour déterminer quels sont les composants quelles sont les parties prioritaires qui sont importantes pour l'évaluation de la réparabilité du groupe de produits concernés. Et on passe à la suite. Si on se retrouve avec un grand nombre de parties prioritaires, et ben on peut réaliser un classement de ces parties prioritaires pour concentrer les efforts sur les parties finalement qui apporteront le plus de valeur ajoutée à l'évaluation de la réparabilité du groupe de produits concernés. Donc là, on propose deux éléments de classement pour ces parties prioritaires, hein, qui sont sur la conséquence de la défaillance des parties identifiées, donc par rapport à l'usage du système concerné ou lié à la sécurité, l'impact sur la sécurité, par exemple, ou alors si on a des systèmes avec des fréquences de défaillance, fréquences moyennes de défaillance qui sont élevées, finalement, mais il va falloir mettre l'accent sur ce type de propriétés pour classer les parties prioritaires. Donc, quand on a identifié les parties prioritaires donc à évaluer, on peut passer à l'étape 3. Et l'étape 3, donc dans l'étape 3.1, on va commencer par regarder quels sont les critères de réparabilité intrinsèque liés donc, aux parties prioritaires qu'on a identifiées. Donc, c'est en général le critère intrinsèque est lié à la typologie du produit, hein, du groupe de produits utilisés. Ça provient en général des options de conception. J'ai mis sur la slide deux exemples de critères intrinsèques. Bon, il y en a un qui est la profondeur séquence de désassemblage et l'autre sur les technologies d'assemblage. Et on propose d'évaluer ce critère dans un premier temps par
la réponse à une question. Donc là, par exemple, les profondeurs de désassemblage. Est-ce que le fabricant il a fourni le nombre de séquences de démontage compatibles avec la structure du produit? Donc, est-ce que c'est 5 séquences, 10, 3, 2, 20, et finalement ce nombre donc, si on l'a fourni ou pas, ben, ça permet, s'il est fourni, ça permet d'évaluer l'effort potentiel à mettre pour arriver à atteindre la partie prioritaire concernée par l'évaluation de la réparabilité. Et de la même façon, les technologies d'assemblage, est-ce que le choix technologique finalement permet la réparation sans détérioration des parties prioritaires ou du produit? Donc, en fonction de si on répond oui ou non à cette question, eh ben, on va pouvoir ça va participer à l'évaluation de la note conception du produit concerné, du groupe de produits concernés. Une fois qu'on a fait les critères intrinsèques, on va passer aux critères de soutien. Donc, les critères de soutien est en général indépendants des aspects techniques. On a proposé 4 catégories de critères de soutien au niveau de l'aide au diagnostic, de l'information enfin de l'utilisateur, lié au réglage du système après réparation et lié également aux pièces de rechange. Donc là, j'ai mis 2 exemples liés à l'information, l'accessibilité de l'identification du produit ou la facilité d'identification du produit, avec une évaluation de ce critère du même ordre que pour les critères intrinsèques, c'est-à-dire j'ai une question et je réponds à cette question. Si c'est oui, j'ai un 1, si c'est non, j'ai un 0. Et pour l'ensemble des critères, donc que ce soit intrinsèque ou de soutien, le, le comité chargé de la rédaction d'un référentiel de groupe de produits bah, évalue la pertinence ou pas du critère et donc il peut avoir le choix de dire bah, ce critère-là n'est pas pertinent au regard du groupe de produits concerné et donc on ne va pas le prendre en compte. Donc la norme propose aujourd'hui une liste de 37 critères, 13 critères intrinsèques et 24 critères de soutien. Et donc, à chaque comité technique produit de dire ben, ces critères-là sont des critères pertinents par rapport à mon produit, oui ou non. S'ils le sont, ben, j'ai l'obligation de les évaluer. S'ils ne le sont pas, ben, je ne vais pas les évaluer. Et le comité technique produit a également la possibilité de rajouter des critères complémentaires qui seraient plus pertinents pour l'évaluation de la réparabilité du produit concerné. Donc là, une fois qu'on a fait les deux, donc on a évalué défini les critères intrinsèques et puis de soutien, on peut passer à l'évaluation de la réparabilité du produit. Donc là, bah, on a défini mon critère est pertinent, il n'est pas pertinent. Bah, le niveau associé aujourd'hui, j'ai un 0 ou 1. Donc j'attribue une note à chacun des critères et après, je dois mettre en œuvre une méthode de calcul pour calculer l'indice concerné. Je ne vous ai pas mis d'exemple de méthode de calcul parce que bah, c'est à chaque comité technique finalement de le définir. Donc la norme, le texte en propose enfin, on propose 3 façons différentes de calculer, mais c'est à la charge de chaque comité technique produit de décider quel sera le mode de calcul le plus pertinent pour le système concerné. Et ensuite, on peut passer à tout ce qui est modalité de déclaration. Donc, cette étape 4, dans l'étape 4.1, on définit le cadre global finalement dans lequel l'action de communication doit être réalisée. Et puis après, dans l'étape 4.2, on va donner les modalités de déclaration. Donc, on définit la structure et le contenu de la déclaration de réparabilité de façon à ce que chacun des acteurs qui décidera de, de rédiger un rapport spécifique le fasse selon la même forme. Donc là, je n'ai pas détaillé plus que ça cette partie. On peut passer sur la dernière slide. J'ai mis quelques généralités. Donc, dans la prise en compte et dans le déploiement de cette méthode, donc, le texte contient en annexe des exemples de tableaux, finalement, pour une prise en compte des différentes exigences par les comités techniques produits. Ça peut avoir euh, un bénéfice dans la rédaction du texte spécifique produit en proposant un cadre défini qui, ne, enfin, qui est juste à renseigner, à remplir. Ça permet d'éviter de faire beaucoup de texte. Donc, tous les critères qui sont proposés dans la NFE 01-020 doivent être évalués
que la pertinence de ces critères doit être évaluée par les comités techniques produits hein, quand ils vont rédiger des documents spécifiques, comme j'ai dit précédemment. Donc, s'ils sont pas pertinents, on les prend pas en compte. Mais s'ils sont pertinents, on est obligé de les utiliser et on peut en proposer de nouveaux. Et également, bah, toutes les informations qui sont communiquées doivent être conformes au contexte global du groupe de produits évalué. Donc, si on n'est pas dans pas dans le contexte du produit, ben, si on est hors contexte, l'évaluation ne sera pas réalisable. Voilà, j'en ai fini avec cette partie. Merci Merci pour votre Cyril. attention. Et puis je passe la parole à Julien. Merci Cyril. Je vais donc vous parler pour ma part des bénéfices d'une adaptation spécifique de la norme NF E01020 pour les produits de la quincaillerie. Pour démarrer, je voudrais vous interpeller sur trois citations. C'est la première, une panne locale ne devrait jamais imposer un remplacement global. La seconde, la réparabilité transforme un défaut produit en opération de maintenance. Et la troisième, l'irréparabilité est une décision de conception aux conséquences industrielles. Donc, pour nous éclairer sur ces citations, je vous propose d'explorer l'environnement de l'industrie de la quincaillerie, au sein duquel la performance produit ne repose plus uniquement sur la robustesse ou le coût initial. Aujourd'hui, les industriels doivent intégrer des facteurs clés tels que la durabilité, on en a parlé, la maintenabilité, la réduction du coût global d'usage et la conformité normative. Les travaux normatifs, comme vous le savez, correspondent à la phase en amont de la normalisation officielle où l'on construit le socle technique et le consensus industriel avant publication ou révision de la norme. Donc pour la quincaillerie, ces travaux visent principalement à adapter la cotation fonctionnelle aux assemblages réels, par exemple sur les portes, les ouvrants, les fermetures, à garantir l'interchangeabilité entre fabricants sur les charnières, les gâches, les rails, les ferrures, par exemple, à maîtriser les enjeux fonctionnels qui sont nécessaires au montage, au réglage et à la durabilité, et à limiter les risques de grippage, de bruit, d'usure, de mauvais alignement. Dernier point, ce sera aussi faciliter l'industrialisation et la production en série. Et donc, c'est dans ce contexte que l'adaptation spécifique orientée réparabilité en cohérence avec la norme NFE 01020 devient un levier stratégique de compétitivité industrielle. L'objectif donc de cet exposé, c'est de vous présenter les bénéfices de cette approche selon quatre axes majeurs. L'axe technique, l'axe économique, l'axe normatif et l'axe, on va dire, qu'on va qualifier de marché. Je pense qu'on peut changer de slide. Et voilà, impeccable. Donc, quels sont les bénéfices techniques pour la conception des produits? Alors, le premier impact concerne l'architecture mécanique. Donc, on va constater une amélioration de la démontabilité. Une conception orientée réparabilité permet le démontage non destructif des sous-ensembles. Par exemple, le remplacement d'un amortisseur sans changer complètement une charnière, ou bien l'échange d'un galet de coulisses sans déposer tout le rail. Tout ça, ça permet une réparation sur site, évitant une immobilisation et un remplacement global. Un autre point important, positif, c'est la modularité fonctionnelle qui consiste à segmenter les fonctions mécaniques. Donc, quels en sont les bénéfices? Une simplification des opérations lourdes, une gestion efficace des pièces détachées et une standardisation des sous-ensembles. C'est un facteur clé pour les gammes qui sont larges et configurables, donc en quincaillerie de bâtiment et d'ameublement si on élargit effectivement. Un dernier avantage technique, ça serait la fiabilisation des interventions de maintenance, donc l'intégration de critères de réparabilité qui permet le repérage clair des pièces, donc avec du marquage, de la codification, un accès ergonomique aux vis et réglages, et la limitation des erreurs de remontage. Au final, le bénéfice, une maintenance plus rapide, plus sûre et plus reproductible.
Donc, ces bénéfices techniques, ils ont naturellement des impacts industriels et économiques qui sont notables, importants, et dont je vous propose de parler maintenant. Donc, je pense qu'on peut, voilà, changer de slide. Sur ces bénéfices au niveau des directions générales, l'intérêt majeur, c'est le coût global sur le cycle de vie produit. Donc, le premier bénéfice industriel et économique, la réduction du coût global de maintenance. Donc la réparabilité permet la diminution des remplacements complets, la réduction des coûts de service après-vente et la limitation des interventions lourdes. On passe donc d'une logique de consommation produit à une logique de gestion d'actifs durables. Voilà. Autre bénéfice économique notable, on en a parlé, l'allongement du cycle de vie produit. Par exemple, on a une ferrure réparable qui peut rester fonctionnelle plusieurs années supplémentaires. Ça génère une meilleure image qualité, une fidélisation client et une réduction des retours produits. On peut aussi voir, c'est un autre argument, un autre bénéfice, euh, qu'il y a effectivement une modularité, et cette modularité facilite le stockage des petites pièces plutôt que des ensembles complets, la rationalisation des références et l'amélioration du taux de SAV. C'est un avantage logistique majeur pour les industriels et si on élargit à toute notre chaîne aussi aux distributeurs. Donc, au-delà de ces aspects économiques, cette approche renforce également la conformité normative. Et je pense qu'on peut changer de slide. Merci Sandra. Donc, quels sont les bénéfices en matière de conformité normative? Donc, dans le cadre de la NF E01020, l'approche réparabilité constitue une preuve de maturité industrielle. C'est important. Le premier bénéfice, c'est l'intégration de la maintenabilité dès la conception. La norme encourage une démarche d'ingénierie où la maintenance est anticipée dès le design. Ça démontre une maîtrise du cycle de vie. Le deuxième bénéfice normatif, c'est la traçabilité des choix d'architecture. Une conception modulaire et démontable permet une justification technique des interfaces, une cohérence des choix matériaux et assemblages et une auditabilité facilitée. Voilà. On peut également lister la maîtrise des risques liés à la maintenance. Donc l'adaptation spécifique permet de réduire le démontage sans contrainte et les interventions dangereuses. Et le dernier argument technique, ça sera celui de la documentation conforme. On a une réparabilité qui implique l'existence, de notices de réparation, de nomenclature pièces et de procédures de démontage. Cela renforce donc sans aucun doute la conformité documentaire et la crédibilité industrielle. Et donc ces avantages prennent encore plus de valeur lorsqu'on les observe du point de vue du marché, donc bâtiment et aménagement. Donc le secteur bâtiment évolue fortement vers la durabilité et la réparabilité. Et le premier bénéfice, c'est la compatibilité avec les exigences de durabilité. Les architectes, les maîtres d'ouvrage, les promoteurs recherchent des équipements voilà, qui soient réparables, qui soient pérennes et qui limitent une maintenance lourde, dirons-nous. Donc cette réparabilité, elle devient donc un argument commercial différenciant. Un second bénéfice qu'on pourrait y voir, c'est la réduction de l'impact environnemental, naturellement. Ces bénéfices environnementaux sont directs, moins de déchets métalliques, la réduction de l'empreinte carbone et la limitation de la consommation en matière. Donc la réparabilité s'inscrit donc pleinement dans l'économie circulaire que nous avons évoquée au début de ce webinaire. Je vais maintenant conclure en synthétisant donc les apports majeurs pour notre industrie. Donc en synthèse, l'intégration d'une adaptation spécifique orientée réparabilité dans l'application de l'ANF E01020 permet aux industriels d'optimiser l'architecture mécanique par modularisation, de garantir une démontabilité non destructive,
de cibler les zones d'usure critiques, de réduire le temps moyen de réparation, de structurer un service après-vente industrialisé et de renforcer la conformité aux exigences auditables de maintenabilité. Cette approche transforme donc la ferrure, par exemple, je vais vous prendre l'exemple de la ferrure, d'un simple composant mécanique en un produit technique durable et à forte valeur d'usage. Nous pourrions donc indiquer que la réparabilité en quincaillerie, ce n'est pas seulement un sujet technique, il s'agit à la fois d'un levier économique, d'un facteur de conformité, d'un avantage concurrentiel et d'une réponse aux attentes environnementales du marché. La réparabilité transforme les produits de la quincaillerie d'un simple composant mécanique en une solution durable, maintenable et à forte valeur d'usage. C'est ce qui constitue aujourd'hui un vrai avantage concurrentiel. Les industriels qui intègrent cette logique dès la conception prennent incontestablement une avance stratégique durable. Voilà. Je crois que ça en est fini. Oui, Voilà. merci beaucoup, Je Julien, t'en pour remercie. cette présentation. Quelques informations pratiques rapides. Donc, vous avez accès à la plateforme Norminfo, qui est une plateforme de consultation et de suivi de projets de normes. Donc, vous pouvez chercher des normes ou des projets par mots-clés, par secteur ou par référence. Vous pouvez aussi suivre l'évolution des projets de normes de leur création à leur publication, toujours via la barre de recherche. Et vous pouvez aussi participer au processus de normalisation en donnant votre avis dans le cadre des enquêtes publiques, hein, qui est ouvert à tous, que vous soyez membre d'une commission de normalisation ou pas. Voilà. Donc, merci. Je vous remercie à tous de votre attention. On a encore un petit peu de temps s'il y a des questions sur les différentes parties que nous vous avons présentées, pardon, aujourd'hui. N'hésitez pas. On ne voit pas s'il y a des questions dans le chat. Il n'y en a pas dans le système chat ni questions-réponses là. Très bien. Bah, écoutez, ben, n'hésitez pas si vous avez des questions à la suite de ce webinaire. Mon adresse est fournie dans le lien de présentation si vous avez des questions pour l'un de nos intervenants. Merci à Arthur Vandenberg, Cyril Dalaziana et Julien Fumière d'avoir participé à ce webinaire et je vous remercie à tous pour votre participation.